Et bonjour. Alors nous voilà dans notre 14e séance. Et dans cette séance, je voulais développer l'acte de respirer transmis par Neil Outhoff et Patrick Tomatis à l'école française de yoga. Cet acte de respiration est bien sûr central pour accomplir les étapes indiquées dans les 8 membres du yoga. Pour cette présentation, je vais m'appuyer principalement sur l'article de Patrick Tomatis, Personnalité et individualité, paru dans la revue française de yoga numéro 42, Pratyahara, donc, dont on a parlé tout de suite avant dans la 13e séance. Concernant le fait de respirer, l'acte de respiration, il va nous permettre, une fois sur le tapis, de laisser à l'extérieur notre moi habituel, notre ego, notre personnalité extérieure. Personnalité, personnage, presque persona, du nom du masque de l'acteur antique qui jouait dans les amphithéâtres en extérieur et dont la fonction était d'amplifier le son. Sona le son et père à travers. Donc, à travers, amplifier le son à travers ce personnage, cet acteur. Pourtant, notre personnalité, quand même, est l'instrument nécessaire, obligatoire pour les échanges avec l'environnement dans lequel nous vivons. Mais de ce fait, elle se compose d'une multitude de facettes qui nous permettent de nous adapter à cet environnement ou à toutes sortes d'environnements, que ce soit, nous n'avons pas la même attitude quand on est devant des personnes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, au travail, chez soi, avec ses parents, avec ses amis. Voilà, il y a 1000 et 1000 facettes à notre personnalité. Et un peu comme, vous savez, sur une pastille sous un microscope, là vous avez 1000 bactéries qui s'agitent. Eh bien, c'est ça notre personnalité. Mais c'est nécessaire, hein, sinon on ne pourrait pas s'adapter au monde. Et c'est également aussi grâce à elle, cette personnalité, mais aussi parce que nous avons pris le chemin du yoga, que nous pouvons aller vers ce soi intérieur et profond, vers notre nature profonde et notre essentiel. Alors, que se passe-t-il pour que nous puissions approcher de notre moi intime, de notre soi? Eh bien, la personnalité laisse alors ce soi, avec un grand S, hein, agir en elle, la laisse faire, laisse faire. Donc, le soi est en nous, hein, encore une fois, chacun l'a. Et la personnalité, pour avancer sur le chemin du yoga, laisse faire. Alors, se laisser faire n'étant bien sûr ni le faire des marches volontaires de notre ego, ni le laisser aller qui en serait le revers laxiste. Et c'est bien d'ailleurs toute la difficulté. Afin de pouvoir établir le voyant dans sa propre forme, le Sutra 3, 1.3, chapitre 1, numéro 3, il est nécessaire de s'émanciper d'un certain nombre de comportements extérieurs, justement, comportements liés à cette personnalité qui nous permet de nous adapter à l'extérieur et surtout de se dessaisir de nos identifications, de désagripper de ce qu'on croit important alors que ça ne l'est pas. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur cette question d'aparigraha, se dessaisir, qui est assez fondamentale et qui conclut les yamas, d'ailleurs, les attitudes à avoir vis-à-vis des autres. La première, je vous rappelle, ahimsa, la non-nuisance, ne pas nuire à soi-même, bien sûr, mais surtout à son environnement et aux autres. Satya, se comporter de manière juste et authentique.
Asteya, ne pas voler, ne pas s'emparer de biens inutiles qui ne nous appartiennent pas. Brahma Acharya, se comporter comme un étudiant du yoga, du Veda, des textes. Et Aparigraha, donc se dessaisir de nos identifications aux choses non essentielles. Et pour faire cela, c'est l'expiration qui nous y mène. L'expiration, et pour ceux qui connaissent notre pratique, vous savez l'importance de cette première expiration profonde qui débute le cours ou presque après le Shavasana, la détente. Et quand on commence le cours, on passe du Shavasana à l'expiration profonde. Acte d'abandon primordial qui est souvent difficile à obtenir tant nous sommes habitués à vivre dans l'attitude de prendre, de saisir et donc inspirer, prendre de l'air au lieu de faire au préalable acte de lâcher par l'expiration. L'expiration est première. Pour bien remplir, il faut avoir vidé. Et une fois cela fait, la deuxième étape consiste à laisser émerger, cette fois, dans notre moi, l'intériorité, l'individualité, le voyant, le purusha, le soi, quel que soit le nom qu'on lui donne, quelque chose qui est là dans notre intimité profonde, sans que nous y ayons encore accès. Le cœur du cœur, Hridaya. J'aime bien cette expression. Nous pourrions prendre l'image d'un bloc de marbre que Michel-Ange va sculpter. Michel-Ange observe le bloc de marbre et il est dit que déjà, à l'intérieur de ce bloc brut, il voit ce qui va être l'œuvre d'art, la sculpture qui va être. Ce qui est déjà là au cœur de la pierre, non encore travaillé. Eh bien, notre corps, ce serait ce bloc brut, petit à petit, que nous sculptons pour arriver à son essence. Les yamas nous conduisent sur cette voie, l'attitude vis-à-vis de soi-même, la pureté, la purification, le contentement, l'équanimité d'être humeur égale, de se satisfaire de tout, dans un état de satisfaction, pas naïf, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, mais vraiment un contentement profond d'être là où nous sommes maintenant. Ensuite, l'ardeur, l'ascèse et la connaissance de soi, et finalement l'abandon à Ishvara, ce principe spirituel plus grand que soi. Cette ouverture de la personnalité vers une dimension nouvelle va littéralement nous inspirer, dans le sens de la création de l'artiste inspiré. On vient de parler de la sculpture de Michel-Ange, et bien c'est exactement cela. L'exemple est par nous. On reçoit alors cette inspiration, on est prêt à recevoir le souffle avec un grand S qui surgit de la nature essentielle. Le passage de cette simple respiration au souffle correspond à la continuité du processus de l'inspiration. Nous continuons d'inspirer sans prendre l'air. Ainsi, nous sommes inspirés, ou mieux, comme le dit Patrick Tomatis, mon enseignant, cela inspire en nous. Cette respiration est donc plus qu'essentielle. Et on n'insiste jamais assez dessus. La troisième étape, c'est celle de la posture, donc asana. Cette étape intensifie la dynamique commencée avec le souffle, celle d'abandonner pour devenir disponible à recevoir, et au fur et à mesure du travail dans la posture,
Le corps lâche ses résistances, le corps et le mental lâchent leurs résistances, dites protectrices, pour retrouver un état originel de légèreté. L'inspiration est comme une invitation, recevoir le souffle, se laisser porter par le souffle. Et la posture progresse ainsi de la liberté acquise à l'expiration. Laisser faire, se laisser porter. Pas de volontarisme ou de désir de réussir à force forcée. On vit la posture pleinement, comme si elle était déjà aboutie. Et parfois, on est surpris du résultat obtenu. Je ne pensais pas arriver là. Mais quel contentement! À cela s'ajoutera la stabilité, ferme, assurée, permanente, durable, soit diverses qualités inhérentes à notre nature profonde, à notre soi profond. Sous l'effet d'Abhyasa, la pratique intense et la contemplation de l'infini, qui est comme un fleuve qui trouve sa source dans la joie, se produit une inébranlable fermeté. C'est pas tout dans la phrase, hein, mais c'est très beau. Sous l'effet de la pratique intense et de la contemplation de l'infini, qui est comme un fleuve qui trouve sa source dans la joie, se produit une inébranlable fermeté. La posture assise va constituer l'aboutissement de la pratique posturale et du travail sur le souffle, l'abandon des limitations, des yamas, des niyamas, l'obtention d'une stabilité, d'une plénitude préparée par tout ce qui précède. Alors la quatrième étape, le pranayama. Cette étape prolonge et amplifie les précédentes tout en étant étroitement liée, rendant plus intime ce dialogue entre le moi et le soi, le grand soi. La circularité qui alternait entre expiration et inspiration va se muer en une totale simultanéité. Il n'y a pas vraiment cessation de l'inspiration et de l'expiration. Il y a une simultanéité. Physiologiquement, on pourrait parler de l'infime suspension entre inspiration-expiration, expiration-inspiration, quand le diaphragme revient au repos en fin d'expiration et que nous en prenons conscience. Mais dans le pranayama, on ne s'arrête pas de respirer, au contraire, on ne cesse plus de respirer, du seul fait qu'il n'y a plus d'aller-retour, mais un flux continu, un rythme continu, une continuité dans la discontinuité. Bien sûr, le diaphragme il descend, puis il remonte et il repart. Hein, c'est quand même un muscle, il ne s'arrête pas, mais peut-être une petite discontinuité. Bien là, on essaie de continuer d'expirer, même à la fin de l'expiration, et de continuer d'inspirer, même à la fin de l'inspiration, jusqu'à ce que s'installe cette continuité. Le Sutra 250, donc je reprends, le souffle doit être régularisé, prolongé, devenir subtil. L'inspiration et l'expiration sont suspendues selon des conditions de lieu, de temps et de rythme. Suspendu, ça ne veut pas dire arrêter, c'est en suspens. Tout cela peut être résumé ainsi. Dans cette pratique de respiration transmise par Nila Uthoff, on distingue trois étages, trois niveaux de la respiration. Le premier niveau, le premier étage serait au niveau abdominal, la respiration abdominale, involontaire, biologique, celle qui nous est donnée à la naissance et dont on dit cela m'est dû. Cette respiration consiste à laisser faire, il n'y a rien à faire. Et heureusement, celle-là, elle ne s'arrête jamais. On n'a même pas, ce n'est même pas la peine d'y penser. Ensuite vient la respiration thoracique, plus volontaire.
où il y a une modification des automatismes pour remplir d'abord la sphère inférieure, puis ouvrir le cœur, le lieu des sentiments, des émotions, et dont l'inattendu surgira. Cela m'est permis. Cela m'est permis d'ouvrir le cœur si on pratique cette respiration. Puis enfin, la respiration haute, l'expansion de la conscience, respiration spirituelle. Le mental observe, devient spectateur immobile qui reçoit. Cela m'est promis. Cette respiration nous élève. C'est pourquoi nous travaillons si souvent sur cette ouverture de la ceinture scapulaire, cette ouverture de l'intelligence intuitive, de l'intelligence du cœur. Après avoir ouvert le cœur et les sentiments, les émotions, on en développe l'intelligence. Mais pranayama, il ne suffit pas d'en parler, il faut le vivre et le ressentir. Alors, la dernière étape dans ce travail de respiration, le pratyahara, le 5e membre, va opérer un véritable retournement, l'aboutissement du déplacement du centre de gravité psychique vers le soi, l'intelligence du cœur, émanation du soi éternel, qui rappelle la définition de l'amour dans le Jnana Yoga comme l'attraction du tout par le tout et de toute chose en elle. L'amour universel, bien sûr. L'amour universel dans le Jnana Yoga comme l'attraction du tout par le grand tout avec un T majuscule, et de toute chose entre elles. Cette présentation et la citation que je viens de vous faire est extraite de l'article donc de Patrick Mathis, personnalité et individualité, dans le Revue française de yoga numéro 42 de juillet 2010, Pratyahara. Et les prochaines séances, eh bien, nous mettrons en pratique tout cela, d'abord dans une relaxation profonde, en Shavasana, et puis un enchaînement de postures, de préparation à l'assise, dans laquelle nous exercerons notre connaissance de la respiration, et enfin l'éveil et le retrait des sens en assise. Merci beaucoup et à très bientôt.